mon intervention va concerner le résidentiel privé, donc à destination des ménages, qui sont des acteurs économiques particuliers, avec des ressorts et des ressorts de décision particuliers. Aussi, en termes d'introduction, je pense qu'il faut aussi replacer le positionnement de l'Agence nationale de l'habitat dans cet écosystème. L'Agence nationale de l'habitat a plus de 50 ans. C'est une agence qui a été créée en 1970 pour traiter l'habitat indigne d'après-guerre, qui vieillissait très mal et qui générait beaucoup de logements insalubres, et puis aussi des traitements, on va dire, de logements qui étaient qualifiés de logements qui n'en étaient pas forcément. Donc ça a été on va dire, l'utilité principale de l'agence dans les premières années. Et ensuite, l'agence a progressivement concentré plusieurs enjeux sociétaux au fil de l'eau jusqu'à maintenant, dont la rénovation énergétique dont on va parler aujourd'hui. Mais on peut pas parler de rénovation énergétique sans la mettre dans une boîte un peu plus globale qui est l'amélioration de l'habitat. Quand un ménage vient voir l'Agence nationale de l'habitat, il peut avoir des problèmes de rénovation énergétique, mais c'est souvent couplé, notamment pour les personnes. La loi climat résilience de 2021 a effectivement mis en œuvre des obligations de rénovation pour les logements loués. Obligation de décence à partir de cette année d'ailleurs, on exclut normalement les logements avec étiquette G ne peuvent plus être loués à partir de cette année. Ça va arriver aux étiquettes F en 2028, aux étiquettes E en 2034, si on n'a pas d'évolution réglementaire et législative entre-temps, mais ça, je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, effectivement, c'est l'équilibre entre les aides qu'on est amené à verser, mais aussi, quelque part, faire en sorte que les personnes qui ont les moyens de faire puissent aussi prendre en charge à leur niveau la rénovation énergétique, notamment les propriétaires bailleurs, qui ont un patrimoine qui rentabilise auprès de locataires. Donc c'est un peu normal aussi de faire en sorte que cette population puisse aussi intervenir sans qu'on les sur-aide, j'ai envie de dire, et qu'il n'y ait pas comment je dirais ça, un effet délétère sur ce type d'aide aujourd'hui avec la contrainte budgétaire. L'aide doit être effectivement ciblée sur les plus précaires. Ça, c'est ce qu'on a vu. La dynamique quand même qui porte aujourd'hui la majorité, en tout cas des financements de l'ANA, c'est à 70% sur les plus précaires. Bien faire, avoir vraiment un parcours qui allie le traitement des passoires thermiques, donc les rénovations d'ampleur et la décarbonation. Il ne faut pas opposer ces deux parcours. En fonction des typologies, des besoins des ménages et des logements rencontrés, c'est pas forcément une rénovation d'ampleur qu'il faut faire. Et effectivement, sur ce discours-là, on a tendance à être très nuancé. Ce qui est très important aussi, et je pense qu'on l'a abordé tout à l'heure, le traitement du préfinancement du reste à charge des ménages. Effectivement, l'ANA subventionne, mais il faut, dans certains cas, notamment pour les plus modestes, trouver des vecteurs de préfinancement, c'est-à-dire qu'il faut avancer les aides. Les aides de l'ANA ne sont pas dues de fait, hein. C'est une subvention qui est versée sur la base d'un travail achevé et constaté.